Au plan sanitaire, tout est fin prêt. Awa Marie Kolsek a effectué une visite ce samedi dans la ville sainte pour constater de visu les travaux déjà entrepris pour balayer la route à certaines maladies contagieuses. Fatou Bintouane, Djibila Diop. Et prise en charge, c'est autour de ce triptyque que va s'articuler le volet sanitaire du Magal de cette année. Ces mesures tournent autour d'abord de la prévention du choléra. Comme vous le savez, le choléra est dans la sous-région. Nous avons également tout un système d'information et de sensibilisation sur place avec le service d'éducation pour la santé qui est là auprès des populations, qui travaille au niveau des communautés, qui également prépare des messages et s'apprête vraiment à faire passer toutes les informations possibles de prévention contre le choléra et contre toutes les maladies qui pourraient être transmises pendant le Magal. Nous sommes venus également pour vérifier et voir auprès du médecin-chef de la région, des médecins-chefs de district, des médecins-chefs des hôpitaux, les directeurs d'hôpitaux pour voir quelles sont les choses qui étaient nécessaires pour le Magal. À 2 semaines du Magal, toutes les dispositions sont prises pour une bonne couverture sanitaire. 130 postes érigés, un maillage sanitaire dans tous les quartiers et le renforcement des plateaux techniques de centres de santé. À cela vient s'ajouter des consultations gratuites avant, pendant et après l'événement. Un accent particulier est mis sur la sensibilisation. Cette année, nous avons vraiment bénéficié de l'appui du ministre de la Santé pour mener toutes les opérations de prévention, notamment avec les services d'hygiène, mais aussi les opérations de communication et de sensibilisation des populations au niveau des radios, particulièrement au niveau des radios locales. Vu l'ampleur de l'événement, le service d'hygiène a pris les devants. Pour cette couverture, nous avons déployé 160 éléments, 17 véhicules, 30 appareils pulvérisateurs à moteur et des kits d'analyse d'eau. Bon, ces moyens sont en train d'être mis en place progressivement. Ils ne sont pas encore au complet, mais nous sommes sûrs que d'ici 1 à 2 jours, tous les moyens seront mis en place. Il restera évidemment les moyens pour assurer le fonctionnement de la logistique parce qu'il nous faut du carburant. Après les prières chez le Khalif général Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, le ministre de la Santé a terminé sa visite au Dara Kër Serigne Cheikh Mbacké Medina. Sur place, elle a effectué une remise de dons d'articles divers. Fatou Bintouane, merci. Fin de la 21e foire internationale de Dakar ce dimanche marque le jour de la prolongation. Un bilan satisfaisant pour certains exposants, tandis que pour d'autres, les affaires n'ont pas trop bien marché. C'est un reportage de Koumba Thiam à Diagne. La 21e édition de la Foire internationale de Dakar a ravi les vendeurs dans l'ensemble. Après avoir été prolongée de 4 jours, les portes se ferment définitivement ce dimanche. Nous sommes contents qu'on ait prolongé la foire. Tous ceux qui n'avaient pas le temps ont pu venir ce week-end. On a écoulé beaucoup de produits. Ça s'est bien passé. On a bien vendu. Alhamdoulilah. La plupart des vendeurs estiment que la prolongation de la foire leur a apporté satisfaction. Malgré tout, certains voudraient encore quelques jours pour pouvoir écouler leurs produits. Vraiment, mon vœu, c'était de voir tous mes produits écoulés. Il n'y en a pas de l'argent. Il y en a beaucoup de bagages. Foire, tu es pour lancer, mais c'est pas soutenu moi. Même s'il y a quelques insatisfactions, les commerçants en général tirent un bon bilan de cette édition. Beaucoup considèrent qu'il y a eu plus de profit cette année par rapport à l'édition précédente. Notre marchandise, le marchandise, les gens aiment ça. C'est des nappes. Oui, chaque année ça va bien, particulièrement à cette année. Vraiment, on a alhamdoulilah, beaucoup vendu. Cette édition s'est bien passée. Je prie pour qu'il en soit de même l'année prochaine. Ce dernier jour de la foire est caractérisé par la braderie. Sénégalais, étrangers, tous
n'ont plus qu'une chose en tête, c'est que l'année prochaine soit encore meilleure. Alors, vivement la 22e édition de la FIDAK. À bientôt pour la 22e édition de la FIDAK. Nous vous le disions en titre, encore des braquages dans le sud du pays. Kaour et Goudomp ont été pris d'assaut par des rebelles supposés du MFDC. 3 jeunes, dont un conducteur de moto Jakarta, sont pris en otage. Il faut rappeler qu'en l'espace d'une semaine, 3 attaques ont eu lieu entre Kanema, Makunda et la communauté rurale de Kaour. Et aux dernières nouvelles, on apprend que ces 3 jeunes ont été finalement relâchés et la circulation est redevenue normale. Mauvais assainissement à Guinaw Rail, nous en parlons. Les eaux usées stagnantes hantent le sommeil de ces banlieusards. S'y ajoute l'insécurité dans les voies publiques dépourvues d'éclairage. Des jeunes se sont mobilisés pour s'offrir un cadre de vie beaucoup plus décent. Ils ont déploré l'indifférence des autorités. C'est un reportage signé Mamfatou Fati et Alou Diagne. Les habitants de Guinaw Rail ne veulent plus cohabiter avec les eaux usées. Ils se sont tous levés pour assainir leur quartier. Depuis l'hivernage, la localité fait face à de nombreuses difficultés. Nous nous sommes mobilisés aujourd'hui pour assainir le quartier. Toutes les canalisations sont remplies d'eau stagnante. Nos mamans y jettent leurs ordures. Nous sommes aussi privés de camions pour le ramassage des ordures. L'insalubrité gagne du terrain. Et nos enfants, nos femmes sont tous malades. Face à l'insalubrité de leur quartier, les habitants déplorent l'indifférence des autorités. Ils veulent la construction de canalisations pour évacuer les eaux stagnantes. Depuis 2002, voire 2003, les eaux usées nous posent des problèmes et nous n'avons reçu aucune aide de la part des autorités. Beaucoup de familles sont obligées aujourd'hui d'abandonner leur maison. Depuis 2005, aucune autorité n'est venue s'enquérir de la situation. Il est temps que l'État réagisse et nous construise des canalisations. On n'a pas où jeter nos ordures. L'eau ne passe pas, on est trop fatigué. Il faut qu'on nous aide à régler ce problème. Canalisation, école, sécurité, Guinaw Rail manque de tout ou presque. La population de cette localité espère que leur appel ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Et nous parlons du club des jeunes de l'UMOA qui veulent inciter les jeunes du continent à s'impliquer pour trouver des solutions dans ces crises qui secouent la sous-région. Ce club a été fondé en 2007 au Burkina Faso. Beaucoup d'activités seront entamées ici au Sénégal. Voici Christian Nicolas Teneng qui est le vice-président de ce club. Il est au micro d'Amina Mbaresso et d'Embandao. Nous voulons dire aux autorités, donc aux leaders africains d'aujourd'hui, de bien faire attention à leurs décisions. Parce que c'est des décisions qui concernent notre avenir. C'est nous demain qui aurons à gérer les pots que nous n'avons pas cassés. Donc on parle de crise malienne, mais on n'entend pas, quasiment pas une position officielle des jeunes africains. Nous disons, eh bien je l'ai dit maintenant, nous disons que les autorités fassent attention, qu'ils ne se laissent pas dicter leur conduite par les Occidentaux et qu'ils tiennent en compte des intérêts de la jeunesse. Parce que c'est nous qui demain devrons supporter, si jamais il y avait conflit, c'est nous qui devrons supporter les conséquences. Et cela, vraiment, nous ne le souhaitons pas. L'intervention militaire, cela va de soi. Si la situation l'impose, il faut le faire. Mais il faut le faire à quel prix et comment? Selon quelle stratégie? Dans quelle organisation? C'est ça les bonnes questions qu'il faut se poser. Voilà des jeunes du continent qui veulent s'impliquer sur la crise dans la sous-région. L'armée sénégalaise a célébré sa traditionnelle fête communément appelée Saint-Éloi. Thème choisi, intégration des femmes au sein de la direction du matériel. La cérémonie s'est déroulée à la direction du matériel de Colobane sous les yeux de Alpha Ousmane Diaye Ibou Cissé. Les femmes à l'honneur dans cette édition de la fête Saint-Éloi de la direction du matériel des armées sénégalaises. Les filles sont formées pour manipuler les différents types d'armes. C'est un honneur pour nous de dédier cette journée, qui n'est pas une journée aussi simple pour l'ADSM. C'est une grande journée pour l'ADSM, donc c'est un grand honneur pour nous. Cette arme s'appelle une mitrailleuse 50. Elle a été fabriquée par les Américains en 1950. C'est pour cela qu'on l'appelle mitrailleuse 50. Cette arme était venue en réparation. Nous avons une pièce qui était un peu usée.
on l'a changé. Cette pièce s'appelle la butée arrière. Nous avons la classe d'abord, le canot, le couloir d'alimentation, le levier d'armement, le bloc arrière, le ressort récupérateur et sa tige guide, le sachet, la glissière. Les autorités militaires ont rappelé les qualités du parrain Saint-Éloi, basé sur la compétence et l'intégrité. Elles ont par ailleurs montré l'importance de la direction du matériel au sein de l'armée. Saint-Éloi est le patron des services de matériel. C'est une tradition que nous avons héritée des armées françaises, qui ont beaucoup marqué l'histoire aussi des armées sénégalaises. Tout au long de sa vie, il a été très intègre surtout. C'est surtout son intégrité qui a fait qu'il a été pris par le roi pour fabriquer les ornements du roi. Et donc c'est surtout l'intégrité et son dévouement au travail du fer qui a fait que les armées françaises l'ont adopté comme patron. Je voudrais d'abord vous présenter qu'est-ce que c'est que le service du matériel, parce que c'est très important. Le service du matériel est donc l'organisme chargé du soutien logistique des armées, particulièrement en ce qui concerne tout ce qui est mobilité, donc les véhicules, les engins blindés, l'armement, l'optique, les matériels TAP et les hydrocarbures. La direction du matériel constitue une unité indispensable dans le dispositif militaire. C'est pourquoi les autorités mettent l'accent sur la formation du personnel. Nous avons un programme de formation dans le secteur civil, dans les écoles civiles. Et donc nous avons un certain nombre de filles qui sont en train de faire le BTS. La première promotion va sortir cette année avec leur diplôme. Et avec donc le nouveau règlement, elles seront promues d'eux que sorties au grade de sergent. Ces filles, comme vous l'avez entendu tout au long de cette cérémonie, et particulièrement par le commentateur de la cérémonie, ont apporté un plus au sein pour le soutien des unités des corps, notamment du fait de leur haut niveau de qualification au niveau scolaire et qui a facilité leur intégration au sein de la direction du matériel et du bataillon du matériel. La cérémonie a été clôturée par la prestation d'artistes chantant les louanges des vaillants soldats. Prise en charge de la petite enfance à Louga sur 57 cases des tout-petits prévus, seuls 14 sont réellement fonctionnels. La direction de l'agence régionale de la case des tout-petits interpelle l'État et les collectivités locales. Voici Ibrahim Diadjou au micro de notre correspondant Tchernofal. Il faut dire que l'état des structures, l'état de construction des structures n'est pas très avancé. Mais la volonté des communautés de vouloir encadrer les tout-petits fait que les communautés-là nous donnent la plupart du temps des abris provisoires. Sur 57 cases des tout-petits, il faut dire que nous n'avons que 14 cases construites. Et c'est pourquoi nous interpellons tous les partenaires et les collectivités locales, et chacune dans sa propre communauté, à investir pour la construction des infrastructures de la petite enfance, que sont les cases des tout-petits ou les centres d'éveil communautaire. Et la direction nationale de l'agence de la case des tout-petits, à travers le président de la République, a instruit également un programme de construction progressive des cases des tout-petits. Alors, Koussanar va mal, très mal, même au point que les populations de la communauté rurale ont battu le macadam donc, pour réclamer des infrastructures de base. Moustapha Diop et Seydou Fofana, leur porte-parole au micro de Pape Ousseynou Diallo. Cette marche pacifique qui est organisée aujourd'hui est le fruit de nombreux problèmes qui se vivent dans la localité. Koussanar est fatigué, Koussanar est malade. Des agents des eaux de forêt patrouillent jusque dans les maisons pour récupérer les sacs de charbon. Maintenant, nous disons que ça suffit parce que ça, c'est de la violation de domicile. Ça, c'est un délit grave devant la loi.
Et puis si nous voyons le problème sanitaire ici à Koussanar, si nous voyons le poste de santé ici, Koussanar compte actuellement 23 901 habitants et polarise presque 110 villages. Comment ce poste de santé peut recouvrir toute cette population? Maintenant, on dit que le statut de communauté rurale, ça suffit. Nous réclamons que Koussanar soit érigé en commune, parce que le statut de communauté rurale, ça suffit. Nous restons dans le sud du pays avec les collectivités locales en Casamance qui ont du mal à assurer le ramassage des ordures. Les villes sont très sales aujourd'hui. L'Union européenne a injecté environ 109 millions de francs CFA pour la gestion de ces ordures dans le sud du pays. C'est une correspondance de Bakary Kanté. La gestion des ordures constitue un véritable calvaire pour les collectivités locales du Sud. On trouve des ordures ça et là dans ces communes. Pour lutter contre ce problème, l'Union européenne a appuyé 4 communes de Sédhiou à hauteur de 109 millions pour la gestion des déchets ménagers. L'Union européenne nous a appuyé d'un montant de 150 000 euros. Sur un coût global de 166 000 euros. Donc le reste, c'est la commune d'Oristano, une ville italienne, qui nous appuie pour le montant restant. Donc c'est un projet de gestion des déchets ménagers dans un processus intercommunal. Nous avons comme partenaire la commune de Marsassoum, la commune de Samine, la commune de Tanaf et la commune d'Oristano en Italie. Donc c'est ce qui a fait aujourd'hui l'objet d'un lancement en comité régional de développement, présidé par M. le gouverneur de la région de Sédhiou, Cheikh Kanyan. En CRD spécial présidé par le gouverneur de Sédhiou, Cheikh Kanyan, les autres collectivités locales ont demandé à l'Union européenne et à l'ONG ACRA de financer toutes les collectivités locales afin de leur faciliter la gestion des déchets ménagers. 18 ans après le génocide rwandais, Hutus et Tutsis, il faut le dire, vivent aujourd'hui en intelligence. Un massacre perpétré en 1994 avec des centaines de victimes. Nos reporters Barkaba et Pape Ralindjaï ont rencontré à Kigali 2 rescapés qui racontent. Regardez. Amissa est contente parce qu'elle reçoit à dîner ce soir. À la voir s'affairer et respirer la joie de vivre, on devine difficilement qu'elle revient de loin, très loin. Elle est l'une des rescapées du terrible génocide de 1994 qui a vu plus de 800 000 Tutsis exterminés en 3 mois par l'armée gouvernementale de l'époque avec l'aide de miliciens Hutus fanatisés. Il y a beaucoup de choses qui ont passé vraiment qui n'est pas normal quoi. On a tué beaucoup de gens, on a mis beaucoup de gens dans les toilettes, dans l'eau, partout. On a fait des choses qui sont graves, on a violé les femmes, on a violé les filles, on a tué les enfants. En tout cas, c'était grave. La mère d'Amissa est aussi une miraculée. Pour échapper aux tueurs, elle est restée cachée pendant 3 mois sous son lit à Gitega, un quartier de Kigali. Quand la guerre a commencé, certains de nos voisins ont voulu nous exterminer. C'est très dur. On a été sauvés de justesse par le FPR. J'ai perdu 2 de mes fils qui ont été assassinés pendant le conflit. Mais les scènes les plus dures à vivre, c'était le viol et les tortures qu'on infligeait aux femmes. Il y avait beaucoup de viols. Infirmière, Amissa n'a dû son salut qu'au fait qu'elle soignait les militaires de l'armée en déroute de Juvenal Abiyarimana. Quand le génocide a commencé, moi j'étais une petite fille, mais bon, j'avais commencé à étudier à faire d'infirmière. Mais quand on commence la guerre, il y a beaucoup... Bon, les FPR, on a combattu beaucoup pour venir ici au Rwanda. Il y a beaucoup de gens, des militaires de Habyarimana qui est mort beaucoup. Et beaucoup aussi qui est blessé. On a nous plaindre pour les soigner, mais on dit qu'après le soignement, on va nous tuer. Mais quand on arrive là-bas au Congo, chacun il a essayé d'échapper. Les années ont passé, mais elle n'a pas oublié l'épouvantable drame qu'elle a vécu. Les choses, non, c'est difficile, mais les choses qui sont très graves, c'est mon frère, mon petit frère. Malheureusement que je n'ai pas vu, on a les prendre, on a les tuer.
On les laisse sur la route, c'est le chien qui a les manger, tu vois. C'est des choses qui sont graves. Après avoir échappé miraculeusement au génocide de 1994, Amissa refait aujourd'hui sa vie aux côtés de son mari et de Rwanda, aujourd'hui un bon modèle pour l'Afrique, un pays qui se lève. Voilà donc, nous restons sur l'actualité internationale pour un tour d'horizon tout d'abord au Mali où la liste du nouveau gouvernement a été rendue publique et puis la conférence élective de l'ANC, Koumba Yella, leader et fondateur du Parti de la Rénovation sociale de Guinée-Bissau, s'est retiré de la direction. C'est un récit signé Daniel Diouf. D'abord, où l'on connaît la composition du gouvernement du nouveau Premier ministre Django Sissoko, la liste des ministres a été rendue publique hier. Il s'agit d'une équipe de transition qui aura pour mission de préparer la future élection présidentielle et de trouver les solutions à la crise du Nord. Les principaux regroupements politiques sont représentés. La plupart des proches du Premier ministre sortant, Cheikh Modibo Diarra, ont quitté le gouvernement. Les principaux portefeuilles de l'économie, de la justice, de la défense et des affaires étrangères ne changent pas de main. L'ex-junte dirigée par le capitaine Sanogo conserve en revanche les ministères clés qu'elle détenait déjà, notamment la défense, la justice et la sécurité intérieure. Koumba Yella, leader et fondateur du Parti de la Rénovation sociale de Guinée-Bissau, s'est retiré de la direction de cette formation politique qu'il a créée en 1992. Il est remplacé par Alberto Nambeya. Depuis son élection à la présidence de la Guinée-Bissau en 2000, Koumba Yella n'a plus gagné de scrutin. Sa gestion des affaires et surtout ses incohérences politiques sont de plus en plus décriées par des responsables de son parti. Au moins 8 civils ont été tués ce dimanche en Syrie. L'armée a bombardé une mosquée dans le camp palestinien de Yarmouk à Damas. C'est la première fois que cela se produit depuis le début du conflit, il y a 21 mois. Il y aurait de nombreux blessés dans un état critique. Près de 150 000 Palestiniens vivent dans ce camp de réfugiés. Et puis une note de culture dans ce journal, la musique humanitaire, un concept révisité par l'artiste belge Saraya Bellary, des sonorités pour faire passer donc des messages de sensibilisation sur la situation des enfants démunis et d'autres personnes en situation de handicap. Ibou Diouf et Yaya Diallo ont rencontré l'artiste. Suivez. Des sonorités musicales pour sensibiliser les populations sur la situation des enfants déshérités et autres personnes handicapées. Un soutien humanitaire par le biais de la musique, c'est ce que Soraya définit comme musique humanitaire. Cela veut dire un coup de gueule à tous les gens pour qu'ils soient sensibilisés et qu'ils fassent appel à leur bon moi intérieur. Quand on marche dans la rue, je trouve que c'est devenu normal de rencontrer des enfants handicapés, des albinos. On les met de côté, ils sont exclus et ça me fait très très mal. Du monde entier, à tous les enfants de tout quartier, tendez-nous la main. L'humanitaire au profit des démunis. Soraya a choisi la musique après avoir sillonné le Sénégal. Je me suis dit, comme les gens regardent beaucoup la télé, la musique, les clips, écoutent beaucoup la radio, je me dis, le seul message, la seule manière pour moi de faire passer le message, c'est la musique. En fait, la musique est venue grâce justement à l'humanitaire, en sillonnant le Sénégal et en ayant été marquée par pas mal de pauvreté, par rapport à des enfants qui étaient délaissés, qui étaient en manque d'affection. J'ai été inspirée pour pouvoir créer cette chanson. J'ai été inspirée par tout ce que j'ai vécu. La mission est louable, mais le chemin est encore long, surtout que l'objectif est clairement défini. Quand je verrai des milliers d'enfants heureux et que je serai amène à dépasser même le stade du Sénégal et d'aller dans d'autres pays, là je serai heureuse et là j'aurai réussi. L'artiste d'origine belge Soraya Bellary est soutenue par Abdou Guitesek dans son combat. La mission humanitaire au profit des personnes nécessitées
un message de soutien qui colle à Soraya Solidarité Africa. Voilà une artiste belge au secours des enfants démunis au Sénégal. Merci à la Belgique qui suit TFM et partout ailleurs. C'est la fin de cette édition. Merci.